On revient vers vous, bonjour. Aujourd'hui, on est dans le bureau d'un secrétaire d'État, pas n'importe lequel, un fort en thème. Il a fait l'ENA, une carrière fulgurante, il a 35 ans. Évidemment, vous avez deviné qui c'est à cause du logo qui est derrière moi. On va aujourd'hui recruter Laurent Wauquiez. Et mon premier entretien de recrutement, c'était avec Jacques Barrot. C'était dans ce grand bureau du ministère des Affaires sociales, qui est un bureau très impressionnant. J'avais dû poireauter dans la salle d'attente pendant 30 minutes en me liquéfiant de plus en plus dans le fauteuil. On rentrait dans son bureau, j'avais jamais vu un bureau aussi grand. Donc il y avait une espèce d'impression de dilatation de l'espace, du temps. J'avais l'impression d'être un peu en apesanteur. Et j'allais le voir pour lui demander un stage, donc dans sa mairie, qui est une mairie qui fait 6000 habitants à l'époque, un tout petit peu plus, en Haute-Loire. J'arrive avec mon petit CV, et il me dit « Mais qu'est-ce que vous allez aller faire à Yssingeaux? Vaut mieux que vous fassiez votre stage dans mon ministère. » Et c'était une façon de me tester. Je n'ai pas lâché, je lui ai dit « Non, enfin, moi ça ne m'intéresse pas, votre ministère, avec tout le respect que je vous donne. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir dans une mairie comment ça se passe. » Il m'a dit bah, « Très bien, puisque c'est comme ça, vous allez vous occuper d'organiser Interville. » Et ce qui était là aussi une façon de me tester, de me dire, bon, tu veux faire du terrain, bah, tu vas voir. Rétrospectivement, on en a beaucoup ri ensemble. Et ça a été ma première vraie expérience professionnelle. Moi, j'ai une méthode qui est très différente sur mes entretiens de recrutement. Ce que j'essaye, c'est d'être juste moi-même dans la façon dont je fonctionne tous les jours et de tester la façon dont la personne réagit avec ce que je suis et ma méthode de travail. Et ce que je veux voir, c'est si jamais il va y avoir une adhésion. Si tout simplement on va s'entendre, si jamais ça va bien se passer. Donc je ne veux pas jouer de jeu. Ensuite, j'essaye de prendre du temps sur l'entretien. Je pose les questions assez directement. Pourquoi est-ce que vous voulez aller dans ce poste? Pourquoi avec moi? Pourquoi sur le terrain de l'emploi? Et puis je me renseigne beaucoup autour. Ce n'est pas en une demi-heure de premier entretien que vous êtes sûr d'avoir jaugé la personne. Je considère qu'une fois sur trois, on se trompe. Et qu'une fois sur trois, la personnalité va se révéler être différente de ce que vous attendez. 3 qualités qu'on a besoin de tester. La première, c'est le courage. Il y a suffisamment de courtisans qui gravitent autour pour avoir besoin de personnes qui sont capables, quand on franchit les lignes rouges, de vous dire « Monsieur le ministre, là, vous déconnez. Il faut revenir sur cette voie et vous êtes en train de faire une erreur. » La deuxième qualité, c'est la fidélité. Moi, je n'ai pas envie de recruter des mercenaires. Donc pour moi, cette idée de fidélité à un projet, à quelque chose qu'on trace sur la durée, c'est essentiel. Je ne veux pas des gens qui viennent pour faire un poste et puis ensuite basculer sur autre chose. Et la troisième, alors qui est assez rare en politique, c'est le sens de l'équipe. Pour moi, c'est très important. Et dans mon cabinet, donc dans mon équipe rapprochée, je veille beaucoup à ce qu'il n'y ait aucune guerre de clochers ou que les gens ne s'empiètent pas les uns sur les autres. Parce que je considère que c'est de l'énergie perdue. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce que les gens vont s'additionner dans l'équipe. Donc c'est ces 3 qualités que je veux tester. Juste une anecdote quand même, je pense être un des seuls ministres, assez sûr, qui quand il voit sur un CV amateur de jeux vidéo, considère que c'est positif. Parce que je considère que c'est très positif, il y a des études d'ailleurs qui ont été faites là-dessus aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, les jeux vidéo habituent les gens à se fixer des objectifs, les tenir et avoir une stratégie. Et c'est très marrant d'ailleurs, ils ont regardé ça sur des recrutements notamment de cadres. Les cadres amateurs de jeux vidéo sur ordinateur ou sur Internet sont souvent à long terme de bons collaborateurs. Et en fait, je pense que le premier travail qu'il faut faire avant de faire un recrutement, c'est de se dire qu'est-ce que j'attends? Je veux quoi? Bon, là, par exemple, il faut que je recrute un chef de cabinet. Est-ce que je veux un créatif? Est-ce que je veux quelqu'un qui soit hyper rigoureux, un intendant? Est-ce que je veux quelqu'un qui soit capable de m'apporter de la stratégie? Et le problème souvent, c'est qu'on veut des choses contradictoires. Et je pense qu'il faut avoir fait l'effort de se mettre au clair sur ce qu'on attend avant de voir la personne. Parce que sinon, en fait, les personnes que vous allez voir vont juste révéler vos attentes contradictoires. La réforme de Pôle emploi, enfin, pour moi, c'est d'ailleurs la première grosse confrontation avec le management d'un très gros projet. En soi, la réforme, c'est-à-dire la fusion de la NPE à CEDIC, est très difficile. C'est d'ailleurs pas pour rien que depuis 20 ans, tous les politiques avaient remis le projet au placard. En plus, le faire en période de crise, où vous avez 600 000 personnes à accompagner de plus en un peu plus d'un an, ça rend la tâche encore plus difficile. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est d'ailleurs ce dont on parlait au début, c'est que le plus important, c'est le recrutement des équipes. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est de mettre les bonnes personnes aux bons endroits.
et surtout d'avoir un management dans lequel on essaye d'écouter le plus possible les acteurs de terrain. Alors, je suis dans une position qui n'est pas... Enfin, moi, mon rôle, c'est de m'assurer que le directeur de Pôle emploi fait son job, de lui fixer les lignes et de vérifier qu'il atteint ses objectifs. C'est aussi de faire en sorte qu'il ait les moyens. Et quand je considère qu'il y a des lampes rouges qui s'allument, de dire attention, là, il faut qu'on rectifie le tir. Pour l'instant, les agents n'ont pas encore tous les moyens que je voudrais qu'ils puissent avoir. Par exemple, les moyens informatiques. On n'est pas encore au point. On a à revoir. Je voudrais qu'on investisse beaucoup plus sur comment utiliser Internet pour les recrutements. Sans doute pas suffisant. Il y a des partenariats à faire avec des sites comme les vôtres ou avec des sites qui ont pu se développer et où on a des liens à tisser. Donc tout ça n'est pas encore optimal. Je suis obligé aussi de prendre en compte dans la crise les priorités. Ma première priorité, c'est que celui qui a perdu un emploi, le mois d'après, il ait son indemnité qui tombe. Ma deuxième priorité, c'est que tout demandeur d'emploi, il puisse être accueilli correctement avec un conseil, même si on n'a pas des heures à passer ensemble, mais qu'il ait ce conseil à intervalles réguliers. Et puis après, c'est ces améliorations, mais qui pour l'instant, on n'a pas les moyens tout de suite de se concentrer dessus. Ce dont on s'occupe, c'est de gens qui ont paumé leur job, qui sont dans une situation de détresse beaucoup plus importante que de savoir s'ils vont trouver le service Nespresso ou je sais pas, ou s'ils vont pouvoir télécharger sur iTunes leur truc facilement. On est sur quelque chose qui est quand même le plus dur qui puisse arriver à quelqu'un. Paumer son emploi, c'est plus avoir d'avenir, c'est des craintes pour sa famille, enfin, c'est l'angoisse qu'on gère est très lourde. Nous, notre travail, et c'est là où j'essaye de réorienter la politique de l'emploi, c'est de faire en sorte que quand la personne perd son emploi, il y ait le maximum d'outils sur la table pour déstresser et dédramatiser la perte de l'emploi. Le fait de dire Pôle emploi, c'est pas Nespresso, ça n'empêche pas de se dire qu'il faut qu'on se fixe des objectifs, qu'on soit rigoureux sur nos indicateurs, qu'on essaye d'améliorer nos outils. Ça, c'est indispensable. Et moi, je suis complètement à rebours d'une certaine vision du social en France, dans lequel, jusque-là, on avait un peu tendance à se dire, comme c'est du social, allez, on injecte de l'argent à fond perdu, on n'évalue pas, de toute façon, voilà, comme on s'adresse à des gens qui ont besoin de nous, on met à fond perdu. Et je crois que c'est exactement l'inverse. C'est parce qu'on s'adresse à des gens qui ont besoin de nous et qui sont dans la détresse qu'on doit évaluer, qu'on doit se fixer des objectifs, qu'on doit avoir des indicateurs. C'est pas facile, parce que les agents de la NPE et de la CEDIC n'étaient pas forcément habitués à ça. Et ils nous disent « Ah, c'est de la gestion statistique, etc. » Non. C'est juste disposer d'outils qui nous permettent de savoir est-ce qu'on fait bien notre job ou non. D'abord, la première chose, c'est qu'on ne construit pas un parcours d'accès à l'emploi contre la personne. Il faut d'abord qu'elle en ait envie, il faut que le secteur dans lequel on cherche, elle en ait envie. Donc c'est vrai, le meilleur acteur du retour à l'emploi, c'est la personne elle-même. Mais en même temps, c'est faux. Parce que le risque, c'est qu'il ne faut pas non plus laisser quelqu'un s'enfermer dans ce qu'il va aimer ou ce qu'il a envie de faire. Si jamais vous laissez faire les gens, ils ont tous envie de devenir conseiller en événementiel ou de faire du marketing. Ils ont tous envie, plutôt que de faire de la carrosserie, de faire du tuning. Donc le travail du conseiller de Pôle emploi, qui est souvent ingrat, c'est de faire atterrir les gens et de leur dire ton rêve, il est sympa, mais il vaut peut-être mieux passer un CACES et pouvoir être embauché dans une entreprise de logistique plutôt que de rêver de devenir peintre en caricature et de croire que tu vas gagner ta vie avec ça. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de nous. Il y a des cadres, ils n'ont pas besoin foncièrement de Pôle emploi. Ils ont besoin qu'on s'assure qu'ils ne profitent pas trop du système, qu'ils cherchent un emploi et qu'ils le prennent s'ils en trouvent un. Et je pense qu'une des questions qu'on devra se poser, c'est comment est-ce qu'on arrive mieux à trier très rapidement. C'est-à-dire se dire, bon, telle personne, il faut qu'on soit là si elle a besoin de nous, mais elle n'est pas prioritaire parce qu'on sait que statistiquement, elle va retrouver un emploi assez vite. Et puis à l'inverse, il y a telle autre personne, si on ne met pas le paquet tout de suite, dans 2 ans, elle en sera au même stade et elle ne trouvera plus jamais de job. Et ça, c'est très dur à faire. Ça nécessite beaucoup de tact, une vraie capacité à sentir les choses.